L'Europe a un problème, et c'est un problème qui grandit en silence depuis plus de 20 ans. En 2002, l'UE et les États-Unis étaient quasiment au coude à coude sur le plan économique. Aujourd'hui, l'écart de PIB a doublé. On est passé d'environ 15% à près de 30%. Plus d'habitants, un marché plus vaste, et pourtant deux trajectoires complètement différentes. Et l'an dernier, Mario Draghi a, disons, dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. L'Europe est en train de décrocher en matière d'innovation, de décarbonisation, de compétitivité et même de sécurité. Et si l'UE ne change pas sa façon de fonctionner, nous ne rattraperons pas notre retard. Et le Parlement européen a de nouveau réagi. Il vient de proposer un nouveau paquet de réformes qui revient à dire « Si l'Europe veut rivaliser avec les géants mondiaux, l'UE doit réformer ses institutions et son marché unique ». Alors, si vous êtes un habitué de cette chaîne, vous vous dites peut-être « Encore une fois ?» Et oui, c'est en fait la troisième fois que le Parlement appelle à une réforme. La première tentative remonte à 2023. Adopté, envoyé au Conseil, et puis plus rien. Ensuite, le Parlement a adopté un autre rapport de réforme en octobre, et là encore, silence. Alors dans cette vidéo, on va décortiquer les points clés de cette nouvelle proposition et se demander si, cette fois, les dirigeants européens vont réellement tendre l'oreille. C'est parti. D'abord, un petit rappel. L'Union européenne repose sur trois institutions clés. La Commission, qui propose les lois, le Parlement, c'est-à-dire vos députés européens élus au suffrage direct, qui amendent et votent les textes, et le Conseil, où siègent les ministres de chaque pays et qui amende et adopte lui aussi les lois. Le nouveau rapport du Parlement appelle une nouvelle fois à réformer ces trois piliers. D'abord, la Commission européenne. Aujourd'hui, on compte 27 commissaires, dont une présidente et 26 portefeuilles. Et si de nouveaux pays adhèrent, est-ce qu'on veut vraiment une commission à plus de 30 membres avec des intitulés de postes toujours plus inventifs? Le Parlement propose depuis longtemps une commission plus resserrée autour de 15 membres, pour que les portefeuilles reflètent vraiment les priorités de l'Union plutôt que les compromis politiques. Ensuite, le Parlement européen lui-même. Il souhaite une véritable montée en puissance, le droit de proposer directement des lois, un pouvoir réservé aujourd'hui qu'à la Commission, des capacités d'enquête renforcées et une mise sur un pied d'égalité avec le Conseil dans davantage de domaines politiques. Et puis, il y a bien sûr le réforme du veto au Conseil. C'est sans doute le sujet le plus sensible. Selon les politiques, le Conseil vote soit à la majorité qualifiée, soit à l'unanimité, où un seul pays peut tout bloquer. La politique étrangère est un exemple classique, et le veto est largement utilisé. Depuis 2011, la Hongrie de Viktor Orban s'en est servi 18 fois, 2 fois de plus que le pays suivant. C'est pour ça que le Parlement souhaite étendre la majorité qualifiée à davantage de domaines pour éviter que le système se retrouve paralysé dès qu'un seul gouvernement dit non. La première partie du rapport tourne autour d'une idée centrale, modifier les traités. Autrement dit, revoir le mode d'emploi de l'UE pour que le système fonctionne vraiment mieux. Et pour cela, il existe deux chemins possibles. Premier chemin, la Grande Convention. C'est l'option lourde, l'équivalent européen d'une réécriture constitutionnelle. Les gouvernements nationaux, le Parlement européen, les parlements nationaux et la Commission se retrouvent autour de la table pour négocier un tout nouveau texte de traité. Et rien que pour lancer une convention, il faut l'unanimité des dirigeants européens. Chaque pays doit dire oui. La dernière fois que l'UE s'y est essayé, c'était pour le traité de Lisbonne, négocié entre 2007 et 2009 après presque 2 ans d'aller-retour. Deuxième chemin, la procédure simplifiée. C'est la version légère. Les dirigeants européens s'accordent sur un petit amendement ciblé des traités, puis les parlements nationaux l'approuvent. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 2011, quand l'UE a ajouté une seule phrase au traité pour pouvoir créer légalement un mécanisme européen de stabilité, le fonds d'urgence de la zone euro pendant la crise de dette souveraine. Passons à la deuxième partie du rapport. Faire en sorte que la gouvernance européenne fonctionne là où c'est vraiment essentiel. Et le point clé, c'est que le marché unique reste encore inachevé. Il existe toujours des barrières dans plusieurs domaines. Dans l'énergie, des marchés nationaux qui restent éclatés et des interconnexions qui avancent trop lentement. Pour la mobilité du travail, des qualifications pas toujours reconnues et des murs administratifs qui décourageaient encore beaucoup de gens. Dans le capital, des règles d'investissement différentes, des marchés toujours fragmentés. Dans les services numériques, un patchwork compliqué de réglementation nationale. Dans les transports, du rail à l'aviation où on est encore loin d'un véritable système intégré. Et le message est clair. Il faut aller au bout du projet. Et comme on l'expliquait dans une précédente vidéo, si l'Union achevait réellement le marché unique, le regain économique serait si important qu'il pourrait compenser l'ensemble du commerce de l'UE avec les États-Unis. Voilà pour le rapport. Et il a effectivement été adopté, avec des chiffres plutôt solides. 330 voix pour, 273 contre, 38 abstentions. Et 79 députés européens ne se sont tout simplement pas présentés. Si vous voulez voir comment chaque groupe politique a voté, vous pouvez mettre la vidéo en pause maintenant. Et si vous voulez vérifier le vote de votre pays, eh bien, repose. Alors, maintenant que le Parlement a validé tout ça, qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, pour ceux qui espéraient une réforme de l'UE et moins de veto, les nouvelles ne sont pas vraiment encourageantes. Parce qu'il faut le dire franchement, le Parlement a très peu de pouvoir en matière de révision des traités. Et le Conseil peut tout simplement ignorer la demande du Parlement. Sans répondre, sans justification. Il suffit de regarder le dernier grand traité, celui de Lisbonne. Il a vu le jour parce que les dirigeants nationaux le voulaient, pas parce que le Parlement l'avait réclamé. Et voici ce que j'en pense. C'est toujours la même histoire.
Nos dirigeants, ils ne font pas ce qu'il faut pour pouvoir unifier l'Europe. C'est complètement clair qu'il nous faut une Union européenne unifiée. On a maintenant 3 menaces, les États-Unis, la Russie et la Chine. Et franchement, je ne vois pas d'autre solution. Quand on fait la compétition avec les Américains, surtout en économie, et qu'ils ont un marché de 360 millions de personnes, et que nous, en France, on en a 65 millions. Quand on fait la compétition avec les Chinois, avec un marché de 1400 milliards de personnes, et que nous, on est 65 millions. Quand on fait la comparaison avec la Russie, qu'ils ont une armée la plus grande de l'Europe, 1,2 million de personnes, et que nous, on n'en a même pas 200 000. Il faut vraiment se demander, en tant que Français, comment est-ce qu'on va faire pour survivre ce siècle tout seul. Et pour moi, c'est vraiment un manque d'ambition. Que vous êtes de gauche, que vous êtes de droite, que vous êtes d'extrême droite ou que vous êtes d'extrême gauche, peu importe. Il y a plus de chances de survivre en tant que le continent et la nation française si on travaille avec nos frères et sœurs européennes. Si on ne le fait pas, on perdra. Et on deviendra des vassaux à la Chine, aux États-Unis et à la Russie. Donc est-ce que je préfère perdre ma souveraineté à des pays qui ne sont même pas sur notre continent ou est-ce que je préfère perdre ma souveraineté à une entité européenne qui a mon bien-être à sa tête? Pour moi, c'est un choix simple. Et je pense qu'il y a un manque de courage de nos dirigeants. Ils ont tellement peur des extrêmes qu'ils n'osent même plus prendre des décisions ambitieuses. Et les chiffres sont clairs. La plupart des citoyens veulent une défense plus intégrée, une véritable armée européenne. En ce qui concerne le vote, je suis vraiment pour. Il faut enlever le veto. Il faut plus de démocratie européenne et il faut que le Parlement puisse proposer les lois. Et moi, je ne suis pas pour perdre notre souveraineté française ou notre culture française. Je ne suis pas en train de dire qu'on va perdre notre culture française. Je dis tout simplement que sans l'Union européenne, on perdra et ça, c'est sûr. Donc fondamentalement, je pense que c'est un manque de courage de la part de nos dirigeants. Nos citoyens veulent plus de défense, veulent plus de marché de capitaux, veulent plus d'Europe et c'est temps de le mettre en œuvre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!